Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Ce n'est un secret pour personne que les grands constructeurs automobiles ont toujours tiré leur principale source de revenus des modèles produits en série, qui sortent de la chaîne de montage, sinon par millions, du moins par série à 6 chiffres. Cependant, si le monde des 4 roues n'existait que sur la base des calculs scrupuleux de financiers de haut rang, nous n'aurions jamais vu toute cette folie d'ingénierie et de conception, qui abrille sous les projecteurs de toutes sortes d'expositions, obligeant les visiteurs à repenser leur vision de l'avenir proche. Et quel est l'intérêt de cette folie? Tout d'abord, il s'agit d'une démonstration visuelle des perspectives de développement et du potentiel technologique déjà disponible. Deuxièmement, c'est un élément d'image, destiné à alimenter l'intérêt pour la marque, tant dans la presse qu'auprès du public cible. Troisièmement, c'est un bon moyen de tester des développements innovants, dont le lancement en série est prévu à l'avenir. C'est tout cela qui a motivé l'équipe travaillant sur la Buick XP3 Sense, désignée en interne sous le nom de XP9. Tout a commencé en 1938, avec la sortie de la Buick Y-Job, que beaucoup considèrent comme le premier concept car de l'histoire de l'industrie automobile mondiale. D'ailleurs, la lettre Y n'a pas été choisie par hasard. À l'époque, elle était utilisée pour designer les avions expérimentaux dans l'aviation. Le design, créé par Harley Earl, ne correspondait tellement pas aux idées habituelles sur les véhicules que l'un des journalistes, ayant vu la voiture 10 ans après sa sortie dans les rues de Détroit, a cru qu'il s'agissait d'une nouvelle Buick de l'année modèle 1949, et a même réussi à envoyer une note à ce sujet à la presse. Que faisait le prototype sur les routes publiques? Earl lui-même le conduisait. Au départ, personne n'avait l'intention de mettre le Y-Job en circulation, mais bon nombre des solutions qu'il contenait ont ensuite été intégrées à la production de masse du géant de l'automobile. Parmi elles, on peut citer la calandre à lamelles verticales, qui est devenue la marque de fabrique de Buick, les feux intégrés dans les ailes arrière, les vitres hydrauliques, les phares caches et les poignées de porte encastrées. Si Harley Earl est responsable de l'apparence de la révolutionnaire Y-Job, le matériel est conçu par Charles Chen, l'ingénieur en chef de la division. Le duo a fonctionné avec brio et lorsque, au tout début des années 50, les patrons de General Motors ont décidé de secouer à nouveau le public avec une autre voiture du futur, ils se sont tournés vers eux. Earl lui-même se concentre sur le sabre avec l'indice de travail XP8, où il incarne toutes ses fantaisies les plus audacieuses, inspirées par les rêves d'exploration spatiale et le rythme sans précédent du développement de l'aviation. Le XP9 a été dessiné par une personne totalement différente, mais nous en reparlerons un peu plus tard. La composante technique des deux concepts a été reprise par Chen, qui, après avoir terminé son travail sur le projet, a commencé à gravir les échelons de l'entreprise et a quitté son poste à Buick. Ce qu'Earl avait construit était époustouflant. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les customisés ne disposaient pas de la base matérielle et technique leur permettant de construire des machines aussi complexes, pour la simple raison que la carrosserie nécessitait une quantité folle de travail. Et la direction de Harley leur a donné carte blanche avec toutes les possibilités financières et les capacités de production qui en découlaient. Cependant, cette même direction ne comptait pas seulement sur des pupilles dilatées, des soupirs de poitrine et des applaudissements lors de la présentation, mais elle avait également l'intention de montrer à ses clients potentiels une vraie voiture qui pouvait être achetée pour de l'argent réel. Revenons un peu en arrière et plaçons-nous 12 ans avant les événements que nous décrivons. Ned Nichols, un ouvrier papetier de la petite ville de Kokona, dans le Wisconsin, a été tellement impressionné par un article de magazine sur Harley Earl et le Y-Job qu'il a décidé d'envoyer à General Motors une pile de ses croquis, accompagne d'une lettre de motivation, dans l'espoir de faire le premier pas vers la réalisation du proverbial rêve américain. Nichols n'avait pas reçu d'éducation formelle, mais il avait ses propres idées sur la beauté dans le contexte des véhicules. En 1941, Ned est embauché, puis nomme concepteur en chef du XP3 Sense. Si la création de Nichols ressemble à une voiture de route du début des années 50, ce n'est qu'en comparaison avec l'incroyable Le Sabre. La calandre intégrée au pare-choc,
qui rappelle le bec d'un rasoir électrique, se prolonge sur les côtes sous la forme de panneaux. S'étirant jusqu'aux arches arrière avec une fréquence d'ouïe chromée, qui ne remplissent pas qu'une fonction esthétique. Les segments des ailes avant étaient chargés d'évacuer la chaleur de l'espace sous le capot, ceux des portes de fer entraient l'air extérieur dans l'habitacle et ceux des ailes arrière de refroidir les freins. Le pare-brise panoramique bas ajoute de l'impétuosité à la silhouette trapue de la voiture, qui mesure près de 4,9 mètres de long. La hauteur jusqu'à la limite supérieure du cadre du vitrage avant n'était que de 1350 mm, et les vendeurs, lors de diverses expositions et dans les brochures publicitaires, n'ont cesse de souligner à quel point la ligne de porte était basse par rapport à l'anthropométrie féminine. Quelques années plus tard, le cadre en forme de goutte d'eau de l'optique avant est devenu un élément de l'identité visuelle de Buick. Là où Nichols s'étale jusqu'au bout, c'est dans le design de la poupe, les ailerons latéraux développés avec quelques années d'avance sur l'aube du baroque de Détroit, et la partie centrale massive du pare-choc arrière, se fondant en douceur dans le troisième aileron entre les deux volets du couvercle du compartiment à bagages, ainsi que les tuyaux d'échappement délibérément soulignent. Faisait sans ambiguïté référence aux chasseurs à réaction, qui sont sur le point de franchir la barrière du supersonique. Tout cet ensemble sculptural était couronné par une antenne qui s'étendait automatiquement au-dessus de la tuyère de l'hélice lorsque le récepteur radio était allumé. Le châssis se situe entre un cadre spatial et une carrosserie portant en acier. Les panneaux extérieurs sont en alliage d'aluminium forme chaud. Les portes n'étaient pas verrouillées par des serrures conventionnelles, mais par de longues goupilles en acier actionnées hydrauliquement. Ce qui renforçait la rigidité de la structure. Grâce à l'utilisation intensive du métal de l'aile, un poids à vide d'un peu plus de 1400 kg a pu être atteint. Traditionnellement, pour l'industrie automobile américaine, toutes les choses les plus délicieuses étaient cachées sous le capot. À cet égard, Charles Chen a peut-être même dépassé Ned Nichols dans sa quête de dépassement du temps. Les deux concepts étaient propulsés par un V8 de 215 pouces cubes, 3,5 litres, entièrement en aluminium avec des chambres de combustion hémisphériques et un taux de compression de 10h1. L'alésage du cylindre était identique à la course du piston, soit 3,25 pouces. Comme le montrent les dessins ci-dessous, les tiges de poussée des soupapes d'échappement croisent l'axe des cylindres. Elles passaient entre les pots et les culbuteurs étaient montées parallèlement à l'arbre à cames. Complique? Pas assez complique. La conception a été complétée par un compresseur de suralimentation à entraînement route fournissant une surpression de 1,35 bar. Mais ce n'est pas tout. La voiture était équipée de deux systèmes d'alimentation complets, en mode silencieux, les cylindres étaient alimentés par de l'essence ordinaire provenant de la colonne, et lorsque l'accélérateur était utilisé de manière plus agressive, le moteur passait au méthanol pur, pour lequel il y avait un réservoir sépare. Les deux systèmes alimentaient le moteur via son propre carburateur à deux chambres Bendix. Sur le banc d'essai, les ingénieurs ont pu obtenir 335 chevaux à partir de 215 pouces cubes, soit 1,55 mar par pouce cube. À l'époque, la puissance spécifique la plus élevée parmi les moteurs américains de série était celle du 331 Firepower de Chrysler Corporation, 0,54 chevaux par pouce cube. On pense que ces chiffres reflètent de manière très convaincante le fait que les concepteurs et les spécialistes du marketing n'ont pas été les seuls à dépasser le temps avec leur XP3Sense. Le petit V8 selon les normes américaines était équipé d'une boîte de vitesse automatique renforcée à 2 étages d'Inaflow. Bien entendu, la voiture avec un moteur aussi impressionnant sous le capot devait être ralentie par des freins très efficaces. La largeur des tambours battait tous les records de l'industrie et chaque roue était équipée d'une paire de mécanismes avec 2 plaquettes. Parallèlement, les nervures des tambours avant étaient disposées en diagonale, ce qui permettait un meilleur refroidissement. Si les dispositifs avant étaient montés sur le moyeu, ceux de l'arrière l'étaient sur la boîte de vitesse, ce qui permettait de réduire le poids non suspendu. En 1951, quelqu'un y avait-il déjà pensé en dehors des circuits de course? La suspension avant était réalisée à partir de torsions et de 2 bras transversaux, la suspension arrière était basée sur le schéma de Dion avec des ressorts hélicoïdaux. En outre, la voiture était équipée de 4 jambes de force hydraulique fixes, qui remplaçaient les vérins. L'hydraulique était également responsable de l'ouverture du capot, de l'actionnement des « oui », assurant l'alimentation en air de l'habitacle, des lève-vitres et du réglage des sièges baquets avec la possibilité de gonfler des segments individuels. Contrairement à l'exubérance de la carrosserie venue White, l'intérieur était laconique et fonctionnel.
La place la plus importante dans le laboratoire sur roue était occupée par de nombreux dispositifs permettant de contrôler les systèmes de la voiture. Un large arsenal de cadrans comprenait un compteur de vitesse, combiné à un tachymètre en réveil, des jauges de niveau de carburant. Dans les deux réservoirs, des jauges de pression et de niveau d'huile dans le moteur et la boîte de vitesse, un voltmètre et une jauge de température du liquide de refroidissement. Un chronomètre et un capteur de pression absolue dans le collecteur d'admission complétaient l'ensemble. Il faut également noter la colonne de direction, réglable en termes de départ, et la présence de ceintures de sécurité, optionnelles dans ces années-là. Comme indique plus haut, les deux concepts n'ont pas seulement été créés pour des événements thématiques itinérants de la côte ouest. À la côte est, où ils sont devenus le point fort du programme et le centre de l'attention du public à chaque fois. Ils ont également été exploités. Harley Earl voyageait presque quotidiennement dans une Le Sabre, et Charles Chen a parcouru plus de 10 000 miles avec une Buick. Qu'il a personnellement accéléré jusqu'à 110 000 par heure, 177 km/h. Le record de la XP3 Sense est de 225 km/h. C'est le directeur général de la division, Ivan Will, qui l'a accéléré. En 1964, la voiture a été méticuleusement restaurée et transférée au Sloan Museum dans le Michigan, où elle se trouve encore aujourd'hui. Le Sabre et la XP3 Sense étaient d'ailleurs assurés pour $1 million chacun. La Buick XP300 est un exemple unique de l'imagination d'ingénieurs qui ont eu les mains totalement libres et de la créativité d'artistes. Qui ont pu créer sans se soucier des tendances dominantes et des normes de l'entreprise. Tous deux ont pu rêver, voir plus loin que l'horizon, et surtout, ils ont pu travailler avec ce qui était disponible à ce moment-là. Vous savez, c'est peut-être mieux ainsi que la voiture n'ait pas été conçue pour être lancée en série, par définition, les laboratoires sur roue ne peuvent pas être produits en masse. Et quant à savoir si le projet de l'indice XP9 pouvait devenir un succès financier, en vérité, j'aimerais dire le moins possible. Tout simplement parce que tous les rêves n'ont pas d'équivalent monétaire. En conclusion, la Buick XP3 Sense est bien plus qu'un simple prototype, elle incarne l'innovation et la passion des ingénieurs qui osent repousser les limites de l'automobile. En leur permettant de travailler librement, nous avons vu naître une œuvre d'art mécanique qui a marqué son époque. Ce projet nous rappelle l'importance de la créativité et de la liberté d'expérimentation dans le domaine de l'ingénierie. La Buick XP300 est un témoignage de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on laisse les esprits brillants s'exprimer sans entrave. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante.